Bonjour, d'abord. Bonjour, monsieur Vanni. Même si on s'est vu tout à l'heure, ça fait bruit. Citoyen du monde, quand même, né à Dakar, élevé en Sologne. Qu'est-ce qu'on retient de Dakar? Rien. Rien, parce que j'y ai passé quelques jours. Donc ah oui, certains s'en amusent en disant que j'ai dû attraper un coup de chaud en naissant. C'est ce qui m'a donné envie d'aller dans le grand froid pour le restant de mes jours. Mais à part ça, non, rien. Ah oui. Et la Sologne, c'est la découverte de la nature, d'un certain... C'est la découverte de tout, quoi. C'est toute ma vie. Derrière les bottes de mon grand-père, effectivement, des images de forêts, d'étangs, de cerfs, de chevreuils, de sangliers, d'un monde qui me paraissait enfant infini. J'ai l'impression que la forêt s'étendait jusqu'à n'en plus finir. Très belle enfance dans cette ferme avec beaucoup des moutons, des cochons, des poules, des vaches. Une activité permanente, un grand-père qui se levait à 5h du matin, qui se couchait à pas d'heure. Quand on dit que le grand-père vous a appris la nature, donc comment on apprend la nature? Par respect? C'est une approche de la nature que j'ai retrouvée un peu partout et qui est celle qui me plaît. C'est pas du tout spectateur de la nature, c'est ce que j'appellerais un acteur de la nature. C'est-à-dire que on n'arrêtait pas d'aller chercher le miel, après c'était les champignons, après c'était les mûres, après c'était les pêches d'étang, après on allait chasser un canard, après on était en train de glaner dans la nature en permanence, on allait couper le bois avec lequel on se chauffait, c'était la mère nourricière. Voilà, c'était une nature qui nous donnait, et on était en permanence... ce qui rythmait les saisons, c'était les fraises des bois. J'ai des souvenirs comme ça de journées entières où on partait dans les bois et on ramenait comme ça des crans. Après les fraises des bois, les girolles, après les girolles, les cèpes, après les mûres, puis toute l'année, puis les noisettes, enfin c'est tout, voilà. Et après, on dit qu'on découvre le Grand Nord, on le découvre comment? De façon totalement littéraire, je suppose. C'est pas des voyages, c'est quoi ce Jack London? Oui, d'abord c'est ce que Jack London appelait une sorte d'appel du Grand Nord qui n'a pas d'explication. Et puis effectivement, pour nourrir cette passion, comme ça a eu à 10 ans, on n'est pas en âge de partir en traîneau traverser l'Alaska, beaucoup de lectures, Jack London bien sûr, Fenimore Cooper, Paul-Émile Victor, tous les récits des explorateurs, Scott, Amundsen, etc. Donc, puis quelques films, Jeremiah Johnson, Derso Zala, des films qui m'ont beaucoup marqué, bouleversé. Et on fait une vie différente, on se dit un jour j'irai. On se dit je vais trouver un métier qui va me permettre d'y aller. Non, moi enfant c'était presque une souffrance cette passion, parce que j'imaginais pas une seconde qu'un jour je puisse réaliser ces rêves, que je n'osais pas tellement partager avec mes copains parce que complètement barjot, traverser l'Alaska ou la Sibérie en traînant un chien, enfin bon, donc je gardais ça un petit peu pour moi. J'imaginais pas que ça soit possible de réaliser ces rêves-là, je voyais pas comment. Et donc cette passion me bouffait un peu la vie, quoi. Elle me bouffait la vie parce qu'elle était envahissante, que j'essayais de m'en écarter, que j'y arrivais pas. Et on fait comment pour essayer de s'en écarter? On essaie d'avoir d'autres centres de passion? Oui, ou on essaie c'est un peu comme une cocotte minute, là, on essaie de fermer, mais non, ça marche pas, quoi. Donc peu à peu, ça m'emmène à l'âge de 15 ou 16 ans, où là, je pars en espérant que, en me heurtant à la réalité, ça allait me soigner, en quelque sorte. Et puis, ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, à partir de là, j'imaginais que ma vie allait être une alternance de 10 mois par an, galère à travailler pour mettre un petit peu de sous de côté pour partir dans le Nord, quoi. Donc je me suis dit quelle vie pas drôle m'attend, et c'est un petit peu plus tard où voilà, l'idée m'est venue que peut-être je pouvais faire de ma vie des voyages avec des récits, des photos. Voilà. Puis entre le moment où je me suis dit ça et le moment où j'y suis arrivé, il s'est passé 15 ans. Et ça a été l'Amérique avant l'Est,
avant la Sibérie, mais c'était Bah, des moi, raisons politiques, c'est parce que c'était plus simple. Non, moi j'ai commencé par partir dans le Grand Nord accessible à un gamin de 16 ans, c'est-à-dire Gare du Nord, et puis la Norvège, la Finlande, les hauts plateaux, Lapon. Ensuite, l'été suivant, j'ai travaillé comme docker occasionnel au Havre pour payer mon premier billet d'avion pour le Canada. Et puis, à partir de là, voilà, les voyages ont commencé à s'enchaîner les uns derrière les autres, avec entre chaque voyage, bien sûr, des périodes compliquées où il fallait que je réunisse un petit peu d'argent pour pouvoir repartir. Et la famille, elle le prend comment? Est-ce qu'on a la famille, elle sent qu'elle est... ou on est freiné par la famille quand c'est comme ça? C'est pas une vie évidente. Je pense qu'elle y a mis les freins qu'il fallait, elle m'a soutenu comme il fallait, quoi. Donc, je pense pas. Mes parents ont senti que c'était quelque chose d'inexorable, d'inévitable, qu'il fallait que cette passion était trop importante pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc, ils ont plus essayé de m'accompagner, de me raisonner, de continuer en parallèle quand même des études. Voilà, ils ont essayé un petit peu de faire en sorte que je laisse pas tout tomber du jour au lendemain. Ce qui était plutôt bien, une bonne chose. Et ensuite, la photo, les films, c'est parce qu'on veut témoigner de quelque chose ou c'est professionnel au départ, je veux dire. Après, non, j'ai écrit mon premier livre à 12 ans sur un cahier, une histoire de chien d'ailleurs. Et puis la photo, mon père était passionné de photo, moi aussi, donc je me suis même pas posé la question. Dès mon premier voyage, j'ai emmené avec moi une petite caméra Super 8, celle de mon père, et puis un petit appareil photo instamatique de l'époque. Et puis voilà, les circonstances, comme toujours, des hasards ont fait que j'ai fait un voyage en canoë au travers du Québec-Labrador, où j'ai fait un certain nombre de petites pellicules Super 8. Et il y a un festival de films d'aventure amateur qui se montait à Versailles, et l'ami d'un ami d'un ami a parlé de moi à l'organisateur, en disant bah, il a filmé, etc. Et donc ils m'ont contacté en me demandant si j'avais envie de monter mon film. Alors je l'ai monté où je ne savais même pas ce que ça voulait dire monter un film. Moi. Et donc je me suis retrouvé sur une table de montage avec quelqu'un qui a coupé, puis qui m'a aidé, une monteuse, à faire un petit film. Et là je gagne le Grand Prix du festival, parce que c'est vrai que le film était, même avec le recul, je trouve qu'il y avait quelque chose. En tout cas, on sortait d'aventure, j'avais déjà le sens de l'image. Et donc là, stupeur, Télé 7 jours m'appelle et me dit, le premier prix, c'est qu'il y avait une minute d'extrait qui était diffusée dans une émission qui s'appelait Les Carnets de l'aventure. Alors déjà, une minute diffusée à la télévision, ça me paraissait inconcevable, incroyable, mais voilà qu'un journal m'appelle en me disant on va faire un petit encadré parce qu'on est partenaire du festival, et donc comme vous avez gagné, est-ce que vous avez une photo là? Ben oui, j'ai des photos. Et voilà qu'il m'achète la photo. Et là, c'est ce moment précis, je me vois encore raccrocher le téléphone et je me suis dit, si aujourd'hui on m'achète une photo 240 francs, c'était 240 francs, je dois pouvoir faire mieux et arriver à financer en partie en tout cas mes voyages avec ça, comme en plus c'était ma passion. Et donc entre ce moment où j'ai raccroché le téléphone et puis le moment où j'y suis arrivé, encore une fois, il a dû se passer 15 ans ou 20 ans, mais j'ai fini par y arriver. Mais du coup, à partir du moment où on fait des photographies et on filme, on voyage différemment. C'est qu'on pense à ce qu'on va photographier ou ça se fait assez naturellement. Est-ce qu'on pense à l'image qu'on va faire après? Sur des voyages au long cours, moi, toutes mes premières expéditions étaient souvent des voyages de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Donc, on a vraiment le temps. On a le temps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour la photo, on dispose de temps. C'est vrai que pour le film, c'est plus difficile dans la mesure où ce qui est intéressant à filmer, c'est quand il se passe des choses. Voilà, donc je pense qu'il faut aimer ça parce que c'est une contrainte. C'est évident, mais c'est vrai qu'il y a déjà chez moi l'envie de partager, ne serait-ce que de ramener un témoignage à mes copains, à mes parents, à mes frères. Donc j'aime ça et je prends le temps nécessaire et je fais les sacrifices parfois qu'il faut faire pour pouvoir faire de l'image. Le sacrifice, c'est quel niveau?
je sais pas, j'ai des souvenirs en hiver à moins 40 dans les charging bags alors que tout le monde dort en train de changer les pellicules de Super 16. C'est parfois s'arrêter pour faire une image alors même que voilà, on est en plein blizzard, qu'on n'a qu'une envie, c'est d'arriver le plus vite possible. Voilà, c'est du boulot en plus, quoi. Mais c'est un témoignage. Vous avez l'impression que il faut que les gens voient ce que c'est. Ou... c'est une envie de partager. C'est partager l'émerveillement de ces territoires, de ces pays, faire partager des émotions. Il y a beaucoup de choses. Et puis encore une fois, il y a l'amour de l'image aussi. Ouais. Et comment ça se définit, l'amour de l'image? C'est l'amour de ce qui est filmé, c'est l'amour de... Oui, c'est le cadre, c'est déjà l'amour du plan, la fabrication d'un film, comment c'est imaginé, voilà, comment on va monter un film, raconter une histoire, tout ça fait partie des choses qui m'intéressent déjà à cette époque-là. Quand on passe du documentaire à la fiction, parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus vous allez vers la fiction, ça se fait naturellement ou c'était une volonté de fictionnaliser les choses? Parce qu'à partir du dernier Trappeur, ensuite de Loup et encore plus de Belle, on a l'impression qu'on va vers la fiction. Oui, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 20-30 documentaires, on atteint un petit peu les limites du genre, en tout cas sur des voyages comme les miens, parce que pour restituer certaines choses, on a besoin de mise en scène. Même dans le documentaire, ça paraît contradictoire, mais quand je réalise un documentaire sur un de mes voyages, je suis quand même assez loin de la réalité, parce que lorsque je passe au travers de la glace, pour donner un exemple, je pense à tout sauf à filmer, je veux sauver ma peau. Mais ça fait partie de la séquence que j'aimerais avoir une fois que je suis revenu, et je me dis, voilà, et donc à partir de là, il faut une mise en scène qui a été le cas par exemple sur le dernier Trappeur où j'ai restitué cette scène. Donc c'est une sorte de continuité. Et puis c'est vrai qu'ensuite il y a l'envie de raconter des histoires qui soient de plus en plus élaborées. Et donc ça passe par des acteurs et ensuite par la direction d'acteurs, ce qui a été le cas de mon dernier film. Donc c'est une évolution, voulue et désirée. Et puis il y a des rencontres. La rencontre avec Norman Winters, on s'est dit ça va déboucher vers quelque chose de différent. Ça a été un petit peu l'élément déclencheur, parce que moi j'avais déjà en tête l'idée d'un film long métrage sur le Grand Nord canadien, que je voulais faire au travers d'un personnage un peu emblématique de ce pays-là, qui est effectivement un trappeur. Et donc lorsque j'ai rencontré Norman, je me suis dit c'est lui, quoi. Et donc à partir de là, le projet s'est construit et la vie m'a fait un cadeau de ce premier film en métrage pour le cinéma, parce que c'est difficile de faire un premier film pour le cinéma. Et ensuite, on passe de l'Amérique du Nord à l'Asie, à l'extrême Asie. C'était une volonté de voir des paysages différents ou des cultures différentes? Non, ça résulte d'une envie assez naturelle de ma part, étant donné on va dire que j'ai deux amours dans le Grand Nord. J'ai effectivement les montagnes rocheuses canadiennes, et puis j'ai ces montagnes vercoyantes où j'ai passé 1 an et demi de ma vie, notamment auprès de ce peuple de nomades éleveurs de rennes, qui a été un des moments les plus importants de ma vie, dans le Grand Nord en tout cas. Donc c'était assez naturel, après avoir fait un film qui était une sorte d'hommage au Grand Nord canadien, d'aller en faire un dans cet endroit extraordinaire où j'ai passé les plus beaux jours de ma vie dans le Grand Nord. Donc à partir de là, effectivement, s'est construit dans ma tête l'idée d'un film autour des loups et des rennes et de ces nomades. Donc c'était, encore une fois, assez naturel. Et comment on s'intègre dans ce genre de civilisation totalement différente, où on s'oublie, ou au contraire on est encore plus occidental finalement? Moi, lorsque je suis arrivé auprès des Cévennes, ça faisait presque 1 an et demi que je voyageais à travers la Sibérie, à pied, à cheval, en traîneau. Donc j'étais un des leurs, on va dire, j'étais un Sibérien. Et donc c'est très naturellement qu'au cours de ce voyage, je me suis retrouvé à voyager pendant 6 mois avec ces nomades, et
notamment avec un des clans avec lequel j'ai passé une partie de cette année-là, auprès desquels je suis ensuite retourné, où j'ai eu un ami, vraiment un très très grand copain. Et donc, encore une fois, j'utilise souvent ce mot, mais ça s'est fait de façon tout à fait naturelle. Je suis arrivé un soir, sous la tente, et puis comme ils allaient dans la bonne direction, ils m'ont dit on t'emmène demain, et puis le lendemain, demain encore, et puis après une semaine, et puis après viens avec nous, et puis les mois passent, et puis on fait partie du clan, et puis tout d'un coup on se dit mais ça fait 6 mois que je suis là, et puis voilà quoi. Le temps a passé. Voilà.